Le journal du mardi soir avec le droit de retrait exercé par les employés de Tango Bus après l'agression d'un des contrôleurs hier soir à Nîmes, l'hommage rendu aux pompiers gardois qui sont intervenus en Haïti et les cartels de la Feria du Taureau aux Estivales de Beaucaire. Ce sont une partie des titres. Bonsoir Christophe, que vous allez développer ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette édition avec cette agression dont a été victime hier en fin d'après-midi à Saint-Césaire un contrôleur du réseau Tango Bus sur la ligne F. À l'origine de cette agression, une absence de titre de transport, un acte qui intervient seulement 3 jours après une autre agression sur le réseau des transports en commun de Nîmes Métropole. C'est pour cette raison que les conducteurs et contrôleurs des bus nîmois ont fait valoir ce matin leur droit de retrait avec un retour au dépôt de tous les bus entre 9h et 17h. Le point sur la situation avec Olivier Michel. Le contrôleur du réseau Tango, agressé hier à proximité du lycée Jules Rému à Saint-Césaire d'un coup de poing au visage, a ce matin porté plainte au commissariat de Nîmes. Une plainte qui va permettre d'ouvrir une enquête et de consulter les bandes de vidéosurveillance sur lesquelles l'agresseur serait bien identifiable. Les bus sont équipés depuis pas très longtemps de 3 caméras, une devant au niveau du conducteur, une au milieu et une au fond du bus. Et on a maintenant, ce ne sont plus images, mais une vidéo en couleur et très très nette. Mais pour pouvoir exploiter ces images, il faut effectivement faire un dépôt de plainte à la police et demander une réquisition d'images. Une fois qu'on a réquisitionné ces images, on les donne au service de police qui, eux, les visionnent. Et je suppose qu'avec, comme on sait que c'est un jeune qui sortait de ce lycée, on devrait rapidement l'interpeller. Suite à l'agression, qui serait la 4e depuis le début de l'année, le personnel du réseau Tango a décidé d'utiliser son droit de retrait aujourd'hui. Une grève réfléchie pour nuire le moins possible aux usagers. Les conducteurs hier soir, quand ils ont appris l'agression de leurs collègues, étaient en colère, donc ils ne voulaient pas travailler aujourd'hui. Après avoir discuté avec eux et raisonné, on a décidé de sortir les bus ce matin de la prise de service à 9h pour emmener les gens travailler et les gamins à l'école et de reprendre le service à 17h jusqu'à la fin du service pour aussi les ramener chez eux. Je crois que c'est un respect que l'on doit à notre clientèle. Interrompu à partir de 9h, le service a repris à 17h et sera normal demain. D'autres infos locales sur la vie nîmoise, Christophe? Oui, à partir de ce soir et ce jusqu'au vendredi 30 avril, des travaux de recherche de fuite seront effectués chaque nuit sur le réseau d'eau potable de la commune. Des travaux susceptibles d'entraîner des coupures d'eau dans un secteur compris entre l'avenue Kennedy, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Georges Dayan et le boulevard Pasteur Marc Bonnière. Il est recommandé aux professionnels exerçant une activité de nuit et ayant besoin d'eau de prévoir une réserve pour faire face à toute coupure éventuelle, Patrick. Un hommage a été rendu, Christophe, aux pompiers qui sont intervenus en Haïti dernièrement. En effet, dans l'actualité départementale, plus généralement, Damien Alary a donné lecture hier soir de l'audit commandé par le Conseil général du Gard concernant l'exercice 2009 du service départemental d'incendie et de secours. Une feuille de route qui met également en avant la nécessité d'une amélioration sensible en matière de gestion ou encore de relations entre la direction et les pompiers gardois. Des soldats du feu qui ont donc été mis à l'honneur, plus précisément la délégation qui s'est rendue en Haïti pour porter secours aux sinistrés du séisme du 12 janvier dernier. Tous les détails dans ce reportage de Nadège Claïs. Damien Alary, le président du Conseil général du Gard, a présenté sa feuille de route concernant l'audit de 2009 sur l'organisation et les moyens d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Ces audits font apparaître deux choses. D'abord que le service départemental du Gard d'incendie et de secours est bien doté, même dans les tops, dans les premiers services en France. Donc ce qui me montre bien qu'on a de quoi en être fier. Et ce qui montre bien aussi, c'est que ces services, chaque fois que nous avons eu des problèmes, ont joué de la pleine efficacité. Mais elles font apparaître un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'on peut améliorer encore et on peut être plus efficace. Des grands axes ont été établis. Tout d'abord, une meilleure maîtrise des effectifs et des salariés. Ensuite, un ajustement des investissements matériels et immobiliers et un renforcement dans la communication interne et le management. Je pense qu'à partir de maintenant, les conclusions qui ont été données et la feuille de route que le président Alary nous a fixée, on va bûcher dessus. La présentation de l'audit du SDIS était suivie d'une cérémonie consacrée aux 80 sapeurs-pompiers, personnels médicaux et sociaux du Gard, pour leur intervention à Haïti. Ce soir, les autorités, les plus hautes autorités du département, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général,
le président du conseil d'administration. Donc pour nous, les plus hautes autorités du département ont tenu à rendre hommage à l'action des sapeurs-pompiers gardois. Et donc je pense que c'était un hommage qui était tout à fait mérité, eu égard à l'engagement qui a été celui des sapeurs-pompiers. Le Conseil général a voté une subvention de 100 000 € pour Haïti, dont une moitié sera reversée à un projet de prévention et de protection à l'enfance, et l'autre moitié à la mise en place d'une unité d'eau potable d'un camp de relogement. La Chambre de commerce et d'industrie, c'est bientôt les élections et les candidats sont en campagne. Et bien sûr, Henri Doué, président de la CGPME du Gard, vous a rencontré hier soir, Christophe. Alors en effet, c'était la semaine dernière et c'était Pierre-Paul Castelli. Dans les coulisses du monde économique gardois se préparent donc ces échéances électorales au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan. Un calendrier bien établi qui permet à certains prétendants de faire valoir leurs arguments en vue de ce scrutin. C'est le cas de l'élu nîmois Henri Doué, qui est également le président gardois de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Un futur candidat déjà soutenu par plusieurs entrepreneurs qui proposait la semaine dernière une réunion dédiée à l'aménagement du territoire et qu'a rencontré Pierre-Paul Castelli. Ce n'est pas encore une campagne électorale, mais ça commence à y ressembler. Henri Doué, président de la CGPME du Gard, avait en effet convié jeudi dernier le monde politico-économique local à un dîner-débat sur l'aménagement du territoire. Mais le sens de la réunion ce soir, c'est le rassemblement des chefs d'entreprise de la circonscription de la Chambre de commerce de Nîmes, d'Uzès, du Vigan et puis de Bagnols, et avancer, je dirais, dans la liste que je vais construire petit à petit et dans le projet également avec l'architecture de la liste pour les élections de la Chambre de commerce de Nîmes. On a noté la présence comme conférencier de Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes, dont Henri Doué est l'adjoint à cette même mairie. Une présence à ne surtout pas interpréter comme un soutien. C'est surtout le président de Nîmes Métropole s'il est là ce soir. C'est pour nous présenter les projets des 10 ans à venir de notre territoire. Dans sa campagne, Henri Doué pourra surtout compter sur le soutien d'autres chefs d'entreprise réunis dans une association. On a vraiment une équipe tout autour. Maintenant, il faut monter un programme et compléter une liste, parce que vous savez que dans la Chambre de commerce, il faut 50 personnes pour être... Et puis 180 délégués consulaires. Donc c'est beaucoup de monde à rassembler. Reste qu'une autre liste concurrente est mise en place par le MEDEF gardois, avec le soutien du président sortant Denis Volpillière. La CGPME, la dernière fois, fait l'union avec le MEDEF parce que Denis Volpillière se représentait, ce qui était tout à fait logique. On a soutenu le président sortant. Cette fois-ci, le président sortant ne souhaitant pas se représenter, on a revendiqué l'alternance, ou tout au moins de choisir ensemble le président, ce qui n'est pas arrivé puisque le MEDEF a choisi son président, son candidat plutôt. Par contre, si l'union se faisait dans les mois à venir, bien sûr, ce serait derrière moi. La famille patronale gardoise n'a donc pas fini de se déchirer dans les mois à venir. Un MEDEF qui se réunira, je crois, si mes sources sont bonnes, Christophe, la semaine prochaine pour continuer eux aussi cette campagne. Et on va enchaîner avec du sport. Quelques heures après avoir vibré avec la Coupe de la Ligue de handball féminin remportée, je vous rappelle, par Metz, le Parnasse de Nîmes a rouvert ses portes pour les premiers ateliers liés à la tenue ce week-end des championnats de France de tennis de table, un sport plus que jamais populaire et qui se tourne vers les plus jeunes. But de cette opération, dénicher peut-être le champion de demain en détectant les enfants réunissant déjà quelques qualités essentielles pour devenir peut-être un grand pongiste. Des ateliers ludiques étaient donc proposés ce matin à ce jeune public, particulièrement bien encadré, comme l'a constaté sur place notre trace de la raquette, j'ai nommé Olivier Michel. Ils étaient environ 350 enfants nîmois à investir le Parnasse. À 2 jours du lancement des championnats de France, cette journée intitulée « Le ping des pitchouns » avait pour objectif de faire découvrir le tennis de table au plus grand nombre, quitte à réduire son nom à sa plus simple expression. Il faut dynamiser le tout maintenant, on ne joue plus au tennis de table, on joue au ping. Oui, non, mais ça, c'est pas gênant. Nous, au contraire, ça nous fait de la publicité parce que le loisir, ça s'est toujours appelé le ping-pong. Et bon, le ping, ça ne nous gêne pas, au contraire. C'est un peu, ça fait fun. Une opération de séduction, voire de détection, montée dans le cadre de son brevet d'État par Guillaume Jean, licencié du club et 221e français.
Au programme, une quinzaine d'ateliers permettant de révéler ou pas les aptitudes de chacun. On fait travailler l'équilibre, on fait travailler l'adresse avec la raquette, voir s'ils arrivent déjà à bien viser avec des cibles, s'ils se déplacent bien, pas chasser, tout ça. Voilà. Ça ressemble un peu à une action de détection en fait, quoi. Voilà. On essaie de voir s'il y a déjà des gamins agiles pour peut-être après les faire progresser s'ils viennent dans le club ensuite, quoi. Et au niveau de la Ligue Languedoc-Roussillon, tout comme du club local, la SPCN, tout est fait pour qu'ils y reviennent. Chaque enfant va repartir non seulement avec une balle et une raquette gratuite, mais également avec une licence de tennis de table gratuite payée par la Ligue en association avec le club et qui lui permettra de pouvoir venir jouer gratuitement au club de la SPC Nîmes. Une journée de découverte qui, pour être complète, se devra d'être ponctuée par une visite ce week-end au Parnasse, où les meilleurs Français se disputeront les titres de champion de France. De quoi confirmer ou pas la naissance des vocations entamées aujourd'hui. Tout autre chose, Christophe, de l'Opéra à Nîmes, nouvelle info. Oui, il y a des créations qui essaient de toucher le plus vaste public en mêlant différentes formes artistiques. Ce soir et jeudi, le Théâtre de Nîmes s'initiera à ce genre en proposant un spectacle qui met l'opéra à l'honneur. Metteur en scène de Altre Stelle et les autres étoiles, Juliette Deschamps propose notre regard sur les airs d'opéra immortels inscrits dans l'inconscient collectif. L'occasion pour Anna Caterina Antonacci d'endosser un costume de diva moderne pour proposer un chant désireux de retourner à l'essence des grandes partitions. C'est Nicolas Pinchino qui a rencontré la metteur en scène Juliette Deschamps. Après Rouge Carmen, en 2009, Juliette Deschamps est de retour à Nîmes avec Altre Stelle, un spectacle qu'elle met en scène avec la comédienne Anna Caterina Antonacci. Née d'une précédente collaboration entre les deux artistes, Era la Notte, qui avait été présentée à Nîmes en 2006, une forme d'opéra que Juliette Deschamps souhaite rendre accessible à tous. On essaye d'inventer un spectacle d'un genre nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas un récital d'opéra, mais vraiment un spectacle. On part d'airs d'opéra qu'on aime. Et à partir de là, ma mission, c'est d'en faire un vrai spectacle construit avec une histoire, un personnage unique. Mais c'est un voyage dans l'opéra chez Rameau, Gluck, Cherubini, Berlioz, voilà, des grandes héroïnes portées par une interprète lyrique extraordinaire. Anna Caterina Antonacci interprète tour à tour les grandes héroïnes passionnées au destin tragique de l'opéra, avançant dans le temps en passant de personnage en personnage. De cette collaboration entre Juliette Deschamps et la soprano Anna Caterina, d'autres pièces pourraient bien voir le jour. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'en rester là, alors peut-être qu'on va continuer dans la chronologie et aborder maintenant une musique du XXe siècle, pourquoi pas. Altre Stelle, le dernier spectacle de Juliette Deschamps, est donc joué ces mardi 27 et jeudi 29 avril au Théâtre de Nîmes à 20h. Autre information, spectacle, autre clientèle aussi, sans doute, Christophe Mahé qui est complet, Christophe. Oui, Patrick, le concert du 25 juillet de Christophe Mahé, le premier de la programmation du Festival de Nîmes cet été à être complet. J'espère que vous avez déjà vos billets, Patrick. Non, je ne vais pas voir Christophe Mahé. Pas que je sois contre, mais non, j'aurais sans doute mieux à faire ce soir-là. En tout cas, si vous avez mieux à faire le 25 juillet, vous pouvez quand même avoir une session de rattrapage pour voir Christophe Mahé, puisqu'il se produira une seconde fois aux arènes de Nîmes cet été, le 27 juillet. Donc si vous n'avez pas votre billet pour le 25, il y a une petite session de rattrapage le 27 juillet. Et nul doute, Patrick, que vous serez présent dans l'amphithéâtre de Romain. Ah ben là, pour le 27, forcément, j'y serai. Allez, on va terminer ce journal avec un mot de taureau et la proclamation la semaine dernière des affiches de la Feria du Taureau, intégrée au cœur des estivales de Beaucaire, une présentation publique qui a réuni une centaine de personnes au casino municipal de Beaucaire avec une feria recentrée autour de 2 corridas. La municipalité organisatrice de l'événement, avec Stéphane Fernandez-Meca, a souhaité remettre à l'honneur de jeunes talents et privilégier la découverte d'élevages peu connus du grand public. Le détail des cartels que nous vous proposons dans ce sujet composé par Nadège Claes, Olivier Michel et moi-même. Depuis l'arrivée de Jacques Bourbousson à la mairie de Beaucaire, les arènes Paul Laurent ont décidé de changer d'identité taurine en privilégiant le taureau roi. Avec une appellation spécifique de la Feria du Taureau, les estivales de Beaucaire ont su renouveler le profil de leur cartel pour conquérir la confiance des aficionados. On a gagné un premier pari, c'est de faire positionner Beaucaire comme une feria touriste, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
On l'a vu déjà l'an dernier et aujourd'hui, eh bien, on se décalera avec d'autres ganaderies et ça sera expliqué donc par Stéphane tout à l'heure. Dans un contexte de restrictions budgétaires, le cycle proposera cette année 2 corridas fournies par les élevages espagnols d'Antonio López Ribaja, qui a présenté une belle novillade en début d'année à Samadé, et le fer du Jaral de la Mira, qui effectuera son grand retour en France après 8 années d'absence. La présentation des taureaux sera, je crois, irréprochable, avec des taureaux de grande catégorie qui peuvent être lidiés dans des arènes, dans les plus grandes férias européennes. Donc Beaucaire a cette exigence. Grièvement blessé l'année dernière, Alberto Aguilar, grand triomphateur de l'édition 2008 des Estivales devant les Victorino Martins, sera programmé à 2 reprises. Le samedi 24 juillet, il partagera l'affiche avec une autre grande promesse espagnole, Miguel Tendero, ainsi que Roman Pérez, qui vient de couper 3 oreilles lors de la Feria d'Arles. Des cartels placés sous le signe de la jeunesse et de la nouveauté. Aussi en présentant des cartels un petit peu inédits, des toreros qui toraient les grandes férias espagnoles et que l'on ne voit pas forcément chez nous. Des toreros qui méritent d'être programmés et qui feront très certainement l'actualité de demain, qui seront les vedettes des grandes férias de demain. Donc Beaucaire doit jouer ce rôle-là aussi, c'est-à-dire de présenter, de proposer des élevages et des toreros que l'aficionado connaît, que l'aficionado a envie de voir, mais qui ne sont pas forcément programmés. Le lendemain, l'esthétique torero andalou Curro Díaz sera l'inattendu chef de Lidia de la corrida dominicale, où il partagera l'affiche avec Leandro Marcos, torero originaire de Valladolid, et Alberto Aguilar pour sa seconde course de ce week-end beaucairois. Autre surprise pour les aficionados gardois, samedi matin, les taureaux de la corrida de l'après-midi courront l'Anciero sur le champ de foire, moins de 24 heures après le passage des fameux 100 taureaux. Pour rester en tauromachie espagnole, Christophe, des nouvelles de José Thomas qui est sorti d'hôpital aujourd'hui. En tout cas, il est sorti des urgences. On évoquait hier en effet la très grave blessure reçue par José Thomas samedi dernier dans les arènes d'Aguascalientes au Mexique face à un taureau de José Garfias. Le torero espagnol qui a quitté cet après-midi le service des urgences de cet hôpital Miguel Hidalgo où il était jusqu'alors en observation. José Thomas qui récupère lentement du très grave coup de corne qui lui a notamment perforé l'artère fémorale et nécessité la transfusion de 8 litres de sang. Selon l'équipe médicale qui a entouré le maestro espagnol, le corps de José Thomas a parfaitement réagi à l'opération. Dans l'entourage du torero, le manager Salvador Boix s'est refusé à donner la moindre indication de date quant à la réapparition du torero. On sait d'ores et déjà que Morante de la Puebla remplacera José Thomas le vendredi 7 mai dans les arènes de Jerez de la Frontera. Image toujours très spectaculaire de nos confrères de la chaîne locale Aguascalientes Television, Patrick. Une blessure qui ressemble étrangement à celle de Jackie Siméon, puisque lui aussi c'était l'artère fémorale qui avait été touchée, mais c'était à la cocarde d'or à Arles. Il y a plus de 20 ans dans les arènes d'Arles. Ouais, ça rappelle bien sûr. C'est tout pour ce soir, Christophe. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Bonne soirée. Croco Hebdo. À 20h50, bien sûr. Oui, le sommaire de l'émission de ce soir. Forcément, la montée, on n'y croit plus. Plus trop, dans l'esprit, même si mathématiquement, rien n'est perdu. Mais il y aura un large retour sur la défaite du Nîmes Olympique à domicile face à Angers. Et puis on évoquera également le déplacement périlleux à venir ce vendredi sur la pelouse de la Méno à Strasbourg. Il y a encore quelques matchs pour espérer. C'est dans Croco Hebdo avec comme invité un habitué de la maison, on va dire. Il a quasiment son rang de serviette. Il s'agit du joueur nîmois Grégory Poirier pour son 4e passage dans cette émission. Et puis sinon, allez Lyon aussi, puisque ce soir quand même, c'est la dernière équipe française en lice en Ligue des Champions. Et c'est en Champions League, c'est la demi-finale retour. Voilà, dernière chance d'avoir un club français en finale. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir. Au revoir.